Salut à tous, c'est Mei, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo. Maintenant que vous connaissez les 7 étapes clés, je peux aborder les 22 étapes. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous risquez de ne pas comprendre certaines choses. Donc je vous conseille de la regarder avant celle-ci, elle pose vraiment les bases. Certaines de ces 22 étapes sont des redites, notamment à la fin et au début, ce qui est normal. Pour rappel, les 7 parties englobent tout sauf le milieu. John Truby nous dit qu'il ne faut pas se focaliser sur les 22 étapes. Chaque histoire n'en compte pas forcément 22. Il faut voir ça comme un accordéon. Seules les 7 parties sont vraiment indispensables. Par contre, plus l'histoire est longue, plus il va y avoir de matière à trouver au milieu. Autrement dit, au moment des péripéties, ou de l'acte 2 si on se réfère à la structure en 3 actes qu'il déteste. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne l'aime pas, il la trouve trop creuse. C'est donc pour ça qu'il dit bien que même si ces 22 étapes semblent être des bonus par rapport aux 7 étapes, c'est tout l'inverse. C'est ce qui va permettre de donner de la consistance à l'histoire. Par contre, il dit bien que les 22 étapes ne sont pas gravées dans le marbre. Elles peuvent être déplacées, supprimées ou interchangées. Il ne faut pas oublier de voir l'histoire comme quelque chose d'organique. Je vous affiche ici quelles sont les 22 étapes. Vous pouvez faire pause pour les lire, ensuite je vais les expliquer une par une. 1. Prise de conscience, besoin et désir. Là je ne vais pas en parler plus que ça, c'est en gros la même chose que dans la première partie des 7 étapes. L'essentiel c'est qu'il nous dit que pour construire une histoire, il faut partir de la fin. Que tout doit être fait pour amener au thème central qui sera dévoilé lors de la confrontation finale. 2. Le spectre et l'univers du récit. Le spectre, c'est un peu comme la backstory du personnage, c'est-à-dire son passé qui ne sera pas forcément évoqué dans l'histoire, mais que seul l'auteur connaît. Ça sert à donner au personnage une profondeur. Sauf qu'une fois de plus, John Truby n'aime pas ce terme de backstory. Il dit que le public n'est intéressé que parce qu'il y a un réel impact dans l'histoire, c'est-à-dire ce qui le hante encore aujourd'hui. Le spectre, c'est donc toutes ces blessures qui sont la source de ses faiblesses psychologiques. C'est, pour résumer, l'adversaire interne du héros. L'erreur à ne pas faire, c'est d'expliquer dès les premières scènes quels sont ces spectres. En fait, ça tire le public hors de l'histoire. Le but est de dissimuler le plus possible quelles sont ces choses qui le hantent. Il faut que cette souffrance soit présente dès le départ, mais pas de façon explicite. Il faut que le public se dise « il y a quelque chose qui cloche, et je veux comprendre de quoi il s'agit ». En fait, les événements qui ont donné naissance à ces spectres sont rarement évoqués dès les premières scènes de façon explicite. Le plus souvent, un autre personnage va le mettre face à son problème dans le premier tiers de l'histoire. Ensuite, il y a l'univers du récit qui est compris dans la même étape. Tout comme le spectre, l'univers du récit est présent dès le départ. Il a consacré un chapitre entier sur la construction d'un univers, du coup je peux pas trop en dire là, ça mériterait une vidéo à part. Le chapitre en question fait environ 90 pages. Pour faire simple, le héros et son univers ne sont pas définis au hasard. Ils sont réfléchis en parallèle, parce que l'univers doit mettre en avant les faiblesses du personnage, ses désirs et ses obstacles. Par exemple, si un héros est asservi, l'univers du récit doit être asservissant. Son but est d'amplifier son mal-être, sa faiblesse majeure. Il dit aussi qu'il y a une erreur à ne pas commettre. C'est de croire que dans un monde normal, qui est un univers de non-fiction, on ne doit pas détailler les environs. C'est une erreur parce que l'univers participe à l'identification de l'histoire, à son ADN. Il faut lui donner une vraie couleur, et tout ça, ça passe par les détails. Si l'univers du récit est soigné, alors, le public aura envie d'y retourner encore et encore. 3. La faiblesse et le besoin. Là encore, je ne reviens pas dessus, tout a déjà été dit. 4. L'événement déclencheur. C'est un événement qui va donner un but au personnage et qui va le forcer à agir. C'est la chose qui va faire entrer en connexion les désirs du personnage et son besoin inconscient. John Truby nous dit qu'un bon événement déclencheur, c'est un événement qui va faire croire au héros qu'il va réussir à surmonter sa crise, à surmonter les problèmes auxquels il fait face depuis le début de l'histoire. Mais en fait, c'est tout l'inverse, il va se mettre dans la plus grosse galère de sa vie. 5. Le désir. Le désir, c'est la colonne vertébrale de l'intrigue, le but du personnage qui découle de l'événement déclencheur. Là, encore une fois, j'ai déjà abordé ce point dans les 7 parties. Sauf que cette fois, John Truby nous parle d'un point qu'il n'avait pas abordé avant. Ce point est propre au déroulé des péripéties qui vont suivre. Le désir doit augmenter en intensité au cours de l'histoire. Si au départ le désir est très fort, rien ne pourra l'amplifier au cours de l'intrigue. L'histoire paraîtra plate et répétitive. Il faut donc donner un désir assez faible pour ensuite l'intensifier. 6. Le ou les alliés. Une fois que le personnage a son objectif en tête, il va devoir trouver un ou plusieurs alliés qui l'aideront à vaincre l'adversaire. L'allié ne peut pas être qu'un simple porte-parole du héros. Il doit servir à le mettre en relief. Il va être construit de façon à mettre en avant certains traits de caractère du héros par exemple. Il faut aussi donner à l'allié sa propre ligne de désir, son propre objectif. Par contre, il ne faut pas rendre son histoire plus intéressante que celle du héros. Sinon, il faut repenser toute l'histoire pour que ce personnage secondaire devienne le héros. Il faut toujours raconter l'histoire à travers le point de vue du personnage le plus intéressant. 7. L'adversaire et le mystère. Une fois de plus, j'en ai déjà parlé avant.
Mais cette fois, John Truby nous donne une technique pour mêler le héros au mystère. Il appelle ça la technique de l'adversaire iceberg. L'adversaire peut être visible, mais qu'en partie comme le sommet de l'iceberg. Il y a toute une partie cachée qui est de loin la plus dangereuse. Pour ça, il y a plusieurs techniques à mettre en place. 1. Créer une hiérarchie d'adversaires avec des alliances. Ils ont tous pour but de vaincre le héros. L'adversaire principal est au sommet de la pyramide. À partir de ça, voilà comment s'y prendre. Il faut cacher la hiérarchie aux yeux du public et du héros, ainsi que leur but. Ensuite, toutes ces informations vont se révéler petit à petit à un rythme de plus en plus soutenu. Et ça s'accélère vers la fin de l'intrigue, ce qui donne beaucoup de dynamisme. On peut aussi faire en sorte que le héros soit confronté à un adversaire évident au début de l'histoire. Et quand le conflit s'intensifie, le héros va se rendre compte que les attaques proviennent d'autre part. Ces attaques viennent soit d'une opposition plus forte et cachée, ou bien de la partie cachée de l'iceberg. 8. Le faux allié. Le faux allié est en fait un traître, mais encore inconnu à ce stade de l'histoire. Il peut aussi s'agir d'un faux adversaire, comme le professeur Rogue. C'est une possibilité à étudier, mais ces personnages sont toujours fascinants. C'est le moment de mettre en place ce personnage. 9. Premier rebondissement. À ce moment de l'histoire, il est important de créer un rebondissement. Le héros va faire une découverte, nouvelle et surprenante. Ça va faire basculer l'histoire dans le vif du sujet et va accentuer le désir du héros. Il peut aussi dévier un peu de son premier objectif et prendre une nouvelle décision. Il y a 3 points clés concernant les rebondissements. Les meilleurs rebondissements concernent l'adversaire. Le désir doit monter en intensité ou être modifié. Si le désir est modifié, il doit être une déviation du désir originel, être lié à lui, et doit surtout être plus fort. Chaque révélation doit être plus forte que la précédente. 10. Le plan du héros. Une fois de plus, je vous renvoie à la première vidéo. Mais ici, John Truby nous donne quand même une astuce supplémentaire, qui est l'entraînement. Dans la plupart des histoires, les héros sont déjà prêts à affronter ce qui les attend. Leur première erreur vient de quelque chose qu'ils ont oublié ou qui les a surpris. Mais dans les histoires qui traitent de guerre, de sport, de missions suicides et de cambriolage, l'entraînement rentre en jeu. Généralement, il entre en scène juste après que le plan ait été mis en place. 11. Le plan de l'adversaire. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'oublier que l'adversaire a aussi un plan. Souvent, sa stratégie est bien plus complexe que celle du héros. La quasi-totalité des rebondissements de l'histoire proviennent du plan de l'adversaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien le travailler. Plus le plan de l'adversaire est caché et complexe, plus l'intrigue sera intéressante. L'adversaire aura aussi prévu des contre-attaques au plan du héros. Ça forcera le héros à se surpasser. 12. Le dynamisme narratif. Cette étape correspond à la collision entre le plan du héros et celui de l'adversaire. Il va y avoir une série de conflits que l'adversaire va majoritairement remporter. À ce stade-là, il reste encore intouchable pour le héros, ce qui accroît la tension. Du coup, le héros va être frustré, et ça peut le conduire à agir contre sa morale ou à faire des erreurs. Il y a une chose à laquelle faire attention. Les attaques et les contre-attaques ne doivent pas se répéter. Elles doivent se développer. Il faut donc que l'un et l'autre adaptent ces stratégies et qu'elles varient au cours du récit. Pour illustrer ce qu'est une répétition des mêmes temps forts, John Truby prend l'exemple d'une romance. Dans une romance, l'adversaire est la personne convoitée. Un personnage peut inviter l'autre à la plage, puis au cinéma, puis au restaurant. Là, c'est répétitif et l'histoire ne prend aucune ampleur. Les personnages doivent sans cesse rebondir et s'adapter face aux nouvelles situations, et ça provient du conflit. 13. Attaque d'un allié. Lors de l'étape précédente, le héros a été malmené et a donc peut-être été tenté d'agir de façon immorale. C'est là qu'un de ses alliés va intervenir pour lui pointer du doigt son erreur. Alors, le plus souvent, le héros se défend. Il renie la critique et reste borné dans ce qu'il pense être juste. Ce n'est que par la suite qu'il va accepter peu à peu. Il va remettre en question ses valeurs et sa façon d'agir. Mais le plus important, c'est que ça va amener le public à se mettre à la place du personnage. Il se demandera ce qu'il aurait fait à sa place. 14. La défaite apparente. J'ai déjà abordé ce point dans une précédente vidéo, mais je vais quand même en reparler maintenant. Ce stade apparaît aux 2/3 ou aux 3/4 de l'histoire. À cet instant, le héros aura encore essuyé une nouvelle défaite, plus cuisante que les autres. Il pensera que tout espoir de gagner est perdu. Donc il touche le fond, mais va être obligé de se relever. La victoire sera encore plus grande. Il ne doit y avoir qu'une seule défaite apparente par histoire. Sinon, elle perd de son importance. Par contre, si l'histoire se termine mal, c'est l'inverse. Le héros atteindra son apogée avant de chuter. Le tout est de créer du contraste entre cette étape et la situation finale. 15. Deuxième révélation. Après l'apparente défaite, une nouvelle révélation va survenir pour que le héros voit que la victoire est encore possible. Il faut réfléchir à cette partie en même temps que la précédente pour que ça reste crédible et éviter un Deus ex machina. En gros, il faut à tout prix éviter une facilité scénaristique. À ce moment-là,
le héros va être obsédé par l'accomplissement de son but plus qu'avant. Et du coup, il peut commettre encore une fois un acte immoral. 16. La révélation pour le public. Ce moment correspond au moment où le public apprend quelque chose, mais sans que le héros ne soit au courant. Généralement, ça concerne le faux allié, qui se révèle être un traître. Seul le public le sait. Mais quelle que soit la révélation, elle a pour but de redonner un coup de fouet à l'intrigue. Elle permet aussi de rendre de la force à l'adversaire en dévoilant encore un as dans sa manche. Cette étape marque un tournant dans la relation qu'a le public avec le héros. Pour la première fois, il va s'en détacher, car il en saura plus que lui. Jusqu'ici, il était généralement dans sa peau, il avait les mêmes informations que lui. Cette étape permettra au public de se placer dans une position de supériorité. Ça permet donc au public de prendre du recul par rapport à l'histoire et de pouvoir prendre mieux conscience du processus de transformation du personnage. 17. Troisième révélation. Le héros va connaître une nouvelle information. Souvent, il découvre à son tour qui est le traître. On pourrait penser qu'en découvrant l'ampleur de l'opposition, le héros voudrait battre en retraite. Mais c'est tout l'inverse, cette révélation va le rendre encore plus fort et plus sûr de lui, car il saura contre qui il se bat vraiment. 18. Porte étroite, fourche Claudine et rencontre avec la mort. Vers la fin de l'histoire, le héros va avoir de moins en moins de marge de manœuvre. Il va devoir se faufiler dans une porte étroite. C'est aussi le moment où le personnage principal rencontre la mort. Dans les mythes, il descend aux enfers et entrevoit son avenir dans le monde des morts. Dans les histoires modernes, c'est une rencontre psychologique avec la mort. Il va s'apercevoir que sa vie est éphémère et qu'il risque de la perdre au combat. Encore une fois, on pourrait penser qu'il va se décourager. Mais non, il va se dire « Si je veux donner un sens à ma vie, il faut que je me batte pour ce en quoi je crois. Et je vais le faire ici et maintenant. » Donc la rencontre avec la mort est en général l'étape qui arrive juste avant la confrontation finale. Ces étapes sont celles qui sont les plus mobiles de toutes, elles peuvent donc être déplacées. Par exemple, lors de la défaite apparente, ou bien après ou pendant la confrontation finale. 19. La confrontation finale. Là, encore une fois, tout a déjà été plus ou moins dit. Mais il ajoute quand même quelque chose. La confrontation finale, c'est le moment où toutes les lignes narratives vont se croiser. Elle rassemble tous les personnages. Elle se déroule dans un lieu restreint, ce qui amplifie l'insupportable pression. 20. Prise de conscience. Là, pareil, c'est encore une redite. Mais il donne en plus 2 erreurs à ne pas faire lors de la prise de conscience. 1. Ce que le personnage comprend sur lui-même doit être quelque chose de très important. Il ne faut pas se contenter de jolis mots et de platitudes sur la vie. 2. Le héros ne doit pas dire de façon directe ce qu'il a appris sur la vie. Il faut s'arranger pour que la prise de conscience ne soit pas moralisatrice. Il nous parle aussi d'une technique de double retournement. Le héros va apprendre quelque chose, mais aussi l'adversaire. Chacun va tirer un enseignement de l'autre. 21. Décision morale. Une fois que la prise de conscience a eu lieu, le héros doit prendre une décision. Il doit choisir entre 2 façons d'agir, chacune reflétant des valeurs et un mode de vie ayant un impact sur autrui. Cette décision est la preuve de son changement et va montrer au public ce qu'il a choisi de devenir. 22. Le nouvel équilibre. Et encore une fois, tout a déjà été dit. Le héros retrouve un équilibre, mais pas le même qu'au début de l'histoire. Il a été changé par les épreuves qu'il a parcourues. John Truby nous rappelle ensuite que ces 22 étapes ne sont pas respectées à la lettre, ni dans l'ordre donné. Il n'est pas non plus obligatoire de toutes les inclure. En fait, elles correspondent en général à l'ordre dans lequel les humains gèrent leurs problèmes. Tout problème est unique, et par conséquent, il ne va pas forcément être traité de la même manière qu'un autre. Par contre, il ne faut pas non plus trop chambouler l'ordre dans lequel elles apparaissent. Ça risque de faire une histoire artificielle et peu crédible. Et voilà, c'est terminé pour ces 22 étapes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à partager la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien.